Comment retrouver la magie du Chambord des rois de France, ce château qui a gardé tout son mystère? Imaginé par François Ier qui l'a fait bâtir il y a 500 ans. On est dans un contexte aussi de 1518-1519 où François Ier rêve à l'Empire. Et forcément, ça a créé une ambiance, ça a créé une dimension, une aura. Et ce château est construit dans ce contexte-là, de son contexte de toute puissance du roi de France en Europe. Recréer, évoquer, questionner. Comment vivaient-ils ces rois qui ont traversé Chambord en courant d'air? Le décorateur Jacques Garcia a imaginé une atmosphère, un décor pour le château. Un travail long et minutieux effectué par les artisans de l'atelier des Carmes près de Paris pour faire de chaque visiteur un invité du roi. On a l'impression aujourd'hui que Chambord est vide, en tout cas dans ces espaces-là, et c'était le cas la plupart du temps, sauf que quand le roi venait, il se remplissait, le château se remplissait. Parfois pendant 2 ou 3 jours, il y avait des convois qui arrivaient de Blois et on mettait des tentures sur les murs, on mettait des tapisseries et on mettait des meubles, puisqu'il faut se souvenir que mobilier, ça vient de mobile. Il ne faut pas imaginer que c'est rempli d'œuvres d'art, de tableaux, de statues, d'objets précieux, de meubles trop fragiles non plus. C'est un mobilier qui est essentiellement utilitaire, qui est fait pour être transporté, donc pas trop lourd, pas trop encombrant, de préférence pliant ou démontable, c'est encore mieux, puis pas trop fragile, quoi. Dans l'entrée sud, les tentures réchauffent le blanc de la pierre de tuffeau et orientent le regard vers le monumental escalier à double révolution. On voulait raconter une autre histoire qui nous relie à tous les châteaux de la Loire et beaucoup de lieux en France, qui était l'histoire de la cour itinérante. C'est-à-dire que le gouvernement se déplaçait et allait de pays en pays en France. Et le roi n'était pas fixe. C'est plus tard, avec Versailles, que le roi s'est fixé à un endroit. Et à l'époque, la cour ne résidait pas à Paris. François Ier va bouger constamment. Il va rarement rester plus de 2 mois, 3 mois dans un endroit. Et c'est l'un des premiers rois à avoir fait pratiquement le tour de France, presque 2 fois dans certaines régions. Et il est dans une logique à la fois peut-être de bougeotte personnelle, ça on n'en sait rien, c'est assez facile comme explication. L'explication autre, elle est aussi de rassurer la population face à toutes les guerres qu'il peut faire continuellement, à ses besoins d'argent continuels, et donc aller, j'allais dire, voir son peuple, eh bien, c'est aussi une manière pour lui à la fois de se faire reconnaître. Les tapissières de l'atelier des Carmes jouent les acrobates pour habiller les murs jusqu'au plafond avec des panneaux de 5 mètres de hauteur. Il y a beaucoup de confection en atelier en amont, beaucoup de travail en amont, mais qu'on adapte aussi sur place en fonction du tombé, du rendu du tissu, de la lumière, de tout ce qui est en fait autour de ce décor qu'on a conçu en fait finalement sur papier à plat, mais qui prend vie différemment aussi sur place, avec les gens qui bougent, la lumière qui joue, le soleil qui change, les volets qui se ferment, enfin voilà. Donc là, on a l'entrée sud que l'on a terminée, donc on a tout ce voilà, ce c'est panneau. vers la cour et nord c'est vers le jardin où il y aura Voilà. les têtes de cerf. Voilà, ça c'est les entrées de porte là avec les. À Saint-Ouen, l'atelier des Carmes vit depuis plusieurs mois au rythme de Chambord. Du coup, c'est ceux-là, c'est pour ça que je réfléchissais. Au départ, j'y croyais pas trop parce que pour moi c'était fantastique, hein. Ça couronne 30 ans d'artisanat, hein. Ça fait à peu près 30 ans que j'ai monté la société, donc c'est vraiment un aboutissement, hein, pour moi. Je trouve que c'est un travail formidable dans un lieu magique, hein, de toute façon. Malgré les dimensions imposantes des tentures, on a respecté les contraintes des tapissières du XVIe siècle.
À l'époque, il n'existait que des métiers à tisser de petite largeur, 70 ou 55. Nos tissus actuellement sont d'une moyenne de 140-160. Donc on recrée des coutures pour bien définir, pour bien remontrer que c'était des petites largeurs. On est toujours dans le même esprit de l'époque. Là, on a déjà fait le premier panneau, on va faire le deuxième, le plus grand en fait. Très bien. Subdivisé en 3 panneaux. Et puis, Super. quand on en sera là, on sera bien. Donc il y a un peu de couture à la main, hein, pas mal même, mais c'est long, mais le résultat vaut le coup parce que comme cette première partie qu'on a déjà réalisée, le résultat est quand même assez Voilà, et ça, spectaculaire. L'espace qu'il y aura en haut, ça va pas être énorme, hein, entre le lambrequin du haut et du bas, il restera quoi Sur Chambord, il n'y a rien. Alors on a des choses dans d'autres châteaux, puisque vous savez que François Ier est intervenu sur 11 châteaux, ou alors parce qu'il les a construits véritablement ex nihilo, c'est le cas de Chambord, c'est le premier d'ailleurs, ou alors parce qu'il les a reconfigurés, c'est le cas de Blois, pas très loin d'ici, dès le début de son règne, mais on n'a rien sur sa vie véritablement. À l'époque, il n'y a pas un peintre ou un dessinateur qui serait venu pour faire quelques croquis, donc c'est véritablement une forme de reconstitution. Les séjours de Louis XIV, en revanche, ont laissé quelques souvenirs. Le plus célèbre est sans doute le théâtre de Molière, qui retrouve aussi sa place dans le nouveau décor. Ça donne du sens à l'intérieur du château. Ça donne cette dimension diachronique, comme on dit, c'est-à-dire qui rend témoignage des différentes époques où le château a été habité, utilisé. Et quand on imagine que le bourgeois gentilhomme a fait sa première ici, effectivement, c'est quand même assez émouvant. Sont-ce des vers que voulez-vous les écrire? Non, non, pas de vers. Ah, vous ne voulez que de la prose. Non, non, je ne veux ni prose ni vers. Le théâtre de Molière permet de comprendre que l'itinérance de Louis XIV était plus longue et que donc, comme il restait plus longtemps, il lui fallait des divertissements. C'est la raison pour laquelle Molière venait, pour jouer de nouvelles pièces, mais aussi d'anciennes. Molière a sans doute beaucoup plus joué Corneille que Molière, ici à Chambord. Dernière phase du chantier, la chambre de François Ier. Le petit déjeuner est servi. Monseigneur. Monseigneur. Les tentures vont recouvrir entièrement les murs et le lit du roi sera reconstitué. Et des fois, il faut être un petit peu astucieux, ouais. Parce que ça ne se passe jamais comme sur le plan. On improvise. 4,15 pour 4,11. Ah, t'as 4,11 m de largeur. Maintenant, tu m'as dit 4,60 m la bande. 4,11. 4,11 par 50. Bah, faut partir juste alors dans l'angle là-bas. C'est ça. Là, comme rien n'est droit, donc on est obligé de tricher, quoi. Mais bon, c'est aussi l'intérêt, hein. C'est d'arriver à faire quelque chose. Là, on fait à peu près droit, sans être droit, en fait. Parce que... Non, sinon, Dans la chambre prendront place aussi les lits des courtisans et des gardes. Le roi n'aimait pas la solitude. Le petit comité d'un roi de France reste quand même un gros comité, hein. Et il voyage, il n'est jamais seul, il a toujours forcément un entourage, une partie des gens de son hôtel, quelquefois son conseil, pas toujours, et puis aussi forcément la garde qui l'entoure, puisqu'il y a toujours le système de sécurité. Donc on est toujours autour de 200, 250 personnes minimum autour de nous. C'est un château de chasse exclusivement au départ,
qu'il devient autre chose sans perdre également son identité de château de chasse. Il faut comprendre Chambord comme un château qui a plusieurs significations, qui s'empilent les unes sur les autres. Si on dit que Chambord est un château politique, c'est vrai, mais ça n'empêche qu'il est aussi un château à destination spirituelle, qu'il est aussi un château à destination peut-être presque kabbalistique, mais qu'il est également un château à destination synégétique. Toutes ces significations ne se noient pas, ne se contredisent pas les unes les autres. Elles marchent ensemble. Il fallait divertir le roi tous les jours ou presque. Dès qu'il le demandait en tout cas. Et donc ils ont construit exprès pour Molière, avec Molière, une scène de théâtre dans le château. Sur mesure. Sur mesure. Ça, il avait la classe quand même. Hein. Ce château, comme beaucoup de monuments en fait d'ailleurs, n'est pas simplement exclusivement lié à une époque. Il continue à vivre après et il vit jusqu'à nous. En fait, aujourd'hui, le Chambord qu'on voit aujourd'hui, on le voit avec nos yeux et notre culture du XXIe siècle. Et au fond, il me semble que c'est très intéressant pour le public de pouvoir justement faire cette traversée de l'histoire de France du XVIe jusqu'au XXIe siècle. Chambord est restée la seule résidence royale à n'avoir jamais subi de transformation depuis sa création. Chambord et ses énigmes. Qui en a vraiment dessiné les plans? Qui faisait exactement François Ier? Des questions qui ont donné lieu à de multiples interprétations. C'est tout le problème de l'histoire et des historiens, c'est toujours de vouloir combler les trous, c'est toujours de vouloir trouver les liens et toujours, peut-être, à tort, de croire que finalement cette chaîne est une chaîne continuelle et qu'on a pu penser il y a 5 siècles les mêmes choses que l'on peut penser aujourd'hui par rapport à la définition de l'homme, par rapport à la définition du progrès, par rapport à la définition du bien et du mal. François Ier utilisa l'architecture pour s'adresser à ses contemporains. Chambord est un langage qui n'a cessé de s'enrichir au fil des siècles.